Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Lescureux. Je vais vous parler d'un sujet plutôt brûlant au niveau actualité, puisque au niveau européen, il y a eu un vote favorable au déclassement du loup d'espèces strictement protégées, espèces protégées. Donc je vais vous parler de relations entre humains et loups, en abordant les questions de coexistence, de réciprocité et de coadaptation. Donc les humains et les loups, c'est, on pourrait dire, une sorte de mariage heureux, mais qui s'est suivi de tourmentes à cause d'un ménage à trois. Puisque, on vient d'en parler, au Paléolithique, humains et loups se côtoient, se rencontrent et s'observent. Et ils ont une niche écologique relativement identique, puisqu'ils ont les mêmes proies et les mêmes habitats. On retrouve des ossements de loups et d'humains dans des grottes depuis 400 000 ans. Cette proximité, en fait, elle a conduit à la première domestication animale, celle du chien. Il y a au moins 16 000 ans, et peut-être beaucoup plus, puisqu'on a trouvé des chiens proto-historiques qui remonteraient peut-être à 30 000 ans. Et par la suite, bovins, ovins, caprins et porcins ne seront domestiqués que entre moins 11 000 et moins 8 500 ans. En tout cas, pour ce qui concerne la zone eurasiatique, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est que les études génétiques ont montré qu'il y avait beaucoup d'hybridation entre les populations de loups et les premières populations de chiens, mais que cette hybridation va beaucoup baisser aux alentours de moins 8 000 ans, comme par hasard, j'ai envie de dire, après la domestication du bétail. On peut donc se poser la question de savoir si les loups seraient désormais, après la domestication du bétail, malvenus auprès des campements humains où se trouvent les animaux domestiques. Et donc, on peut supposer que depuis les débuts de la domestication, en fait, du bétail, pas forcément des chiens, les loups ont été une source plus ou moins importante de nuisances, que ce soit les dégâts au bétail, mais aussi le travail supplémentaire qu'incombe la protection des troupeaux. Et face à cette nuisance, les sociétés pastorales ont mis en place divers moyens visant à protéger les troupeaux, dont on a un exemple ici sur une gravure du XVIIe siècle, avec donc la présence du berger, ici symbolisée par un bâton de berger, l'œil vigilant, le titre de la gravure, la mise en place d'enclos pour les animaux, des enclos qui ressemblent étonnamment à des filets électriques, filets électrifiés actuels, donc ça existait déjà au XVIIe siècle. Et évidemment, le moyen de protection le plus connu, le chien de protection qu'on reconnaît ici à son collier anti-loup. Mais ces sociétés ont également exercé une pression constante sur les loups, soit en tuant les individus qui attaquaient les troupeaux, comme on peut le voir ici sur une autre gravure du même auteur, soit en organisant localement des chasses, des battues ou du piégeage. Et ça remonte quand même à très longtemps, puisque il y a une existence avérée d'esclaves spécialisés en Italie du Sud au IIe siècle, qui s'appelaient les lupari, qui étaient chargés de répandre des boulettes de viande empoisonnées dans les campagnes, afin de se débarrasser des loups. Et puis, autre phénomène connu, la création de la louveterie, qui est avérée au plus tard sous Charlemagne, dans le Capitulare Aquisgranense, donc aux alentours de 800. Et comme le rappelle Jean-Marc Morisseau, un historien qui a travaillé sur les relations entre humains et loups, le loup est le seul animal sauvage à avoir suscité la création d'un corps spécialisé d'agents publics, investi de privilèges, dont quelques-uns ont traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. Toutefois, malgré tous ces moyens mis en place, jusqu'au XVIIe siècle, la faible pression humaine et les capacités très fortes d'adaptation des loups ont permis le maintien d'une proximité entre humains et loups dans l'ensemble de l'hémisphère nord. Et si on se penche plus particulièrement sur le cas de la France, on va voir que après ce mariage heureux et cette relation à trois, humains, bétail et loup, on a l'histoire d'un divorce entre les humains et les loups, puisqu'on commence à avoir des projets d'éradication des loups en France, et notamment celui de Delisle-de-Moncel, projet d'éradication notamment lié à des problèmes économiques, le fait qu'à cause des loups, il faille garder les animaux en bâtiment, ce qui a des conséquences sur la qualité des productions animales, notamment ici celle des laines qu'il décrit, puisqu'il dit le commerce des laines y gagnera aussi beaucoup. Les moutons, au lieu d'être resserrés dans des bergeries ou dans des parcs étroits, où leur toison ne blanchit que très imparfaitement, passeront les nuits d'été dans des pâturages spacieux, comme en Angleterre et en Espagne. On ne finirait pas si l'on entrait dans le détail de tous les avantages que peut procurer la destruction des loups en France. Surtout si en plus, c'est à cause de la concurrence avec les Anglais. Si on ajoute à ça les épisodes de loups anthropophages
qui ont été assez nombreux, et également le problème de la rage, qui a causé un certain nombre de morts en France. Mais également, au milieu du 19e siècle, un maximum démographique rural, donc c'est le maximum d'expansion de la population humaine sur le territoire de la France. Puis après, on va observer le début d'un exode rural. Mais également, à la même époque, un minimum de surface forestière, ce qui fait que les loups étaient plus facilement observables et puis qu'ils avaient aussi moins de proies à leur disposition. On ajoute à ça le perfectionnement des armes, des pièges, du poison, mais également une meilleure organisation de la chasse après la Révolution française. Et en fait, on va observer une éradication des loups en France en moins de 2 siècles. Comme le montrent ces cartes issues de la thèse de Beaufort. Et on voit en fait que le loup est encore présent dans toute la France à la période où son image est la plus mauvaise, notamment quand il est symboliquement associé au diable par l'Église et où persistent les nombreuses histoires de loups-garous, ce qui a souvent été avancé comme une des raisons de l'extermination du loup. Or, on voit bien que c'est pas du tout le cas. Il apparaît que ce sont surtout des raisons économiques, sanitaires et de sécurité, associées à une centralisation de la gestion de la chasse qui vont décider de son sort en France. Donc, dans une partie du monde occidental, pas seulement en France, les conflits ne vont plus être réglés au niveau local, mais vont être réglés systématiquement et largement via des campagnes d'éradication sur ordre des autorités. Donc, on passe d'une répartition maximale de l'espèce Canis lupus à une répartition qu'on peut considérer comme minimale dans les années 50-60. Mais suite à ça, en fait, on va avoir un retour en grâce des loups, notamment à travers le retour en grâce du sauvage. Alors, je vous brosse une histoire assez rapide de ça, alors qu'il faudrait prendre plus de temps. Puisque fin 19e, début 20e siècle, en fait, il va y avoir un désenchantement de la population, et notamment de la bourgeoisie, face à l'industrialisation et à la concentration des populations dans les villes, et la naissance d'un attrait romantique pour la nature sauvage, qui va se propager notamment à travers des écrits et des peintures. Et parallèlement à ça, l'émergence de ce qu'on appelle la philosophie de la wilderness, qu'on peut très imparfaitement traduire comme nature sauvage, développée par Thoreau et Muir, deux philosophes américains, pour qui la fréquentation des montagnes et des forêts américaines permet une vie plus authentique. Parallèlement à ça, on a aussi le développement d'une vision écologique dans les sciences, qui montre que les animaux ont un intérêt au niveau écologique qui dépasse celui de la classification entre animaux utiles et animaux nuisibles. On va donc avoir une transformation radicale de la vision de la nature dans une partie de la société occidentale. Puisque on va passer d'une vision de la nature où on a un domestique à protéger contre un sauvage qu'on veut plus ou moins contrôler, voire sur lequel on veut prendre de l'espace pour le domestique, on va peu à peu passer à l'inverse, avec un domestique qui va être de plus en plus contrôlé face à un sauvage que l'on considère comme étant à protéger. Alors, tout ça va avoir un impact sur la manière dont les loups sont perçus. Notamment dans les années 40-60, il va y avoir le développement de recherches sur les loups, surtout au sein de zones très faiblement anthropisées, ça va être comme l'Alaska ou le Minnesota. Donc on va en apprendre beaucoup sur le comportement des loups. Et il va y avoir beaucoup de vulgarisation de ces recherches également, qui vont faire que, notamment aux États-Unis d'abord, les loups vont devenir populaires, mais via, malheureusement, des demi-vérités et des affirmations hors contexte qui se propagent au sein d'une population qui ne côtoie plus les loups. On peut prendre comme exemple le livre de Farley Mowat, qui a donné ensuite un film produit par Disney, où les loups ne se nourrissent que de lemmings et chassent quasiment pas de grands ongulés. Donc, nous dit Dave Mitch, qui est un des plus grands chercheurs qui a travaillé sur les loups et qui a notamment travaillé sur les loups en Alaska, on va avoir la naissance d'une nouvelle mythologie du loup, qui va être symbole de la nature sauvage, nécessaire à la santé des écosystèmes, inoffensif pour l'homme et ne s'attaquant au bétail qu'en l'absence de proies sauvages. Et cette mythologie, elle va se développer de manière exponentielle, elle va atteindre l'Europe, elle va atteindre la France, et s'il y a bien un changement d'image visible, c'est quand même la place du loup dans la littérature pour enfants, puisque ce n'est plus le grand méchant loup ou le chaperon rouge, c'est un loup si gentil, le grand gentil loup, le loup sentimental, et même Gonzague, le loup végétarien. Alors ce changement, il n'est pas uniquement symbolique, puisque dans les années 70, on va avoir une révolution environnementale. On va avoir la protection des loups en Italie, en 1972, puis aux États-Unis en 73,
La création du groupe spécialiste loup à l'Union internationale pour la conservation de la nature en 1973, puis la mise en place de lois assurant la protection du loup dans de nombreux pays. Et cette protection va entraîner la recolonisation de zones dont ils étaient absents depuis plusieurs dizaines d'années. Donc vous avez ici la distribution au niveau européen dans les années 50-70, et la carte la plus récente que j'ai pu trouver sur la distribution des loups en Europe en 2016. Donc on voit qu'il y a eu une progression assez significative des populations de loups sur l'ensemble de l'espace européen. Sachant que depuis 2016, ça a encore progressé. Donc, après ce brossage assez rapide de l'histoire des relations entre humains et loups, la question, en fait, peut être celle de la manière d'appréhender la complexité des relations actuelles entre les humains et les loups. Notamment dans un contexte où, d'un côté, ça a été dit avant, on a certes une explosion démographique humaine qui conduit à l'altération et à la fragmentation des habitats, mais de l'autre côté, on a aussi, notamment dans les pays européens et en France, un exode rural et une déprise agricole qui s'accompagnent également de nombreuses lois de protection de la nature, ce qui fait qu'on a le retour de prédateurs dans des espaces multi-usages. Donc comment appréhender les relations entre humains et prédateurs dans des espaces multi-usages qui entraînent une intensification des conflits, hein, comme vous pouvez le voir sur ces images, il n'y a pas que en France et en Europe. Hein. Vous avez aussi des léopards qui viennent dans des écoles en Inde. Donc, pour cela, il y a fort longtemps, pour ma thèse, j'ai tenté de développer une nouvelle approche des relations entre humains et animaux, en m'intéressant notamment à l'étude des pratiques et des savoirs locaux, afin de dégager un contexte culturel et écologique de la société envisagée, une intégration critique de la littérature écologique, afin de mieux appréhender la construction des savoirs et des pratiques en lien avec les comportements animaux tels qu'ils sont connus par la littérature scientifique. Et puis, enfin, faire une épistémologie des savoirs locaux, mais aussi des savoirs scientifiques, pour distinguer ce qui relève d'un côté de l'expérience interactive avec les animaux, et de l'autre, de la cosmologie particulière de la société, mais pas uniquement de la société étudiée, mais aussi la cosmologie particulière à la construction des savoirs scientifiques. Cette méthodologie, je l'ai mise en place notamment dans 2 pays, pas que cela, puisque j'ai fait ma thèse sur les dimensions interactives et dynamiques des relations continues entre humains et loups au Kyrgyzstan, dans les régions de Naryn et Issyk-Kul. Et ensuite, j'ai également travaillé sur l'influence des comportements des ours, des loups et des lynx sur la perception et les savoirs des éleveurs et des chasseurs en République de Macédoine. Donc, rapidement, qu'est-ce que j'ai pu tirer de ces études? Tout d'abord, au Kyrgyzstan, j'ai pu constater qu'on avait des relations dynamiques et réciproques. Donc, les interactions entre les éleveurs kirghizes et les loups sont très fréquentes, notamment parce qu'il n'y a quasiment pas de forêt, que plus de la moitié du territoire est constitué de pâturages. Et ces interactions fréquentes, en fait, vont entraîner de nombreuses observations et un savoir précis sur les comportements des loups. De plus, les loups sont perçus comme des animaux qui se vengent, et les humains, eux, exercent des représailles en cas d'attaque de troupeau, ce qui fait qu'on a des formes de relations de réciprocité. Tu m'attaques mon troupeau, je capture tes louveteaux ou je te tue, et on considère que si on capture les louveteaux, du coup, les loups vont se venger en attaquant les troupeaux. Et ce qui est intéressant au Kyrgyzstan, c'est que c'est donc un pays en transition, c'est une ancienne république soviétique, et que la chute de l'Union soviétique a entraîné des gros bouleversements au niveau des pratiques de chasse et d'élevage, qui à leur tour vont entraîner des bouleversements des relations entre humains et loups, ce qui permet d'observer qu'on a des relations interactives entre humains et loups et des relations dynamiques. Et ce qui est également intéressant, c'est que avec la fin de l'Union soviétique, il y a eu une grosse diminution du contrôle sur les loups et une perte de cette réciprocité, les éleveurs ne pouvant plus exercer les représailles en cas d'attaque de troupeaux, ce qui entraîne un déséquilibre des relations, et les loups qui étaient plutôt perçus comme des ennemis alter ego deviennent de plus en plus considérés comme des animaux qu'il faut éradiquer parce qu'ils empêchent le développement de l'élevage. Donc, cette même méthodologie, je l'ai appliquée donc en République de Macédoine, et là, j'ai pu déterminer toujours l'existence de cette réciprocité, mais l'impact de différentes variables qui vont conditionner les relations. Tout d'abord, la nature des interactions. C'est effectivement pas la même chose d'observer un loup en forêt ou de retrouver ses brebis tuées sur le pâturage. La fréquence et le lieu des interactions. Donc,
De la même manière, des animaux qu'on voit une fois tous les 10 ans ou des animaux qu'on voit très régulièrement, et puis des animaux qu'on voit soit en forêt, donc comme c'était sur plusieurs espèces, par exemple les lynx, c'était souvent des animaux qui étaient aperçus en forêt, alors que les loups pouvaient venir jusque dans les villages. Et enfin, une troisième modalité importante, une troisième variable importante qui conditionnait les relations, c'était la possibilité de contrôle de la relation. Donc encore une fois, ça distinguait notamment l'ours du loup, puisque les ours étaient individualisés, associés à un territoire, et il y avait une possibilité d'obtenir un permis de chasser un ours qui prédatait les troupeaux. Alors que les loups, même s'ils étaient chassables en Macédoine, par contre, ils étaient très difficiles à chasser et ils étaient considérés comme des animaux qui se déplacent beaucoup, donc on pouvait difficilement contrôler. Et donc l'ensemble de ces variables, en fait, conditionnait un certain degré de réciprocité de la relation qui était très différent entre ours, loup et lynx. Donc finalement, ces différentes études, elles ont permis de montrer que, loin de refléter la persistance de croyances erronées et d'idées fausses, ce qui était souvent avancé dans la littérature de conservation, les conflits entre humains et loups apparaissaient comme dynamiques et liés aux contextes particuliers et aux interactions. La coexistence prolongée avec et des savoirs précis sur les grands prédateurs ne conduisent pas automatiquement à des attitudes positives, puisqu'il y avait également dans la conservation le discours de « il suffit d'éduquer les gens et ils vont se mettre à passer les loups ». Par contre, la généralisation, elle est difficile, puisque le fait d'avoir travaillé sur deux pays, qui étaient deux pays également en transition, qui avaient aussi l'un faisait partie de l'Union soviétique et l'autre qui faisait partie de la Yougoslavie, la généralisation, elle est assez difficile, puisque les contextes étaient très différents et qu'il était primordial d'appréhender les contextes historiques, sociaux, économiques et écologiques au niveau local. Et en France, parce que je sens bien qu'on va bien y arriver à un moment. Donc, qu'est-ce que ce type d'étude peut nous apprendre sur la manière de percevoir les conflits qui existent en France? Donc, pas seulement ce type d'étude, puisque j'ai travaillé avec d'autres chercheurs sur la situation en France. Donc, en France, on a donc le retour des loups dans les années 90. Donc, on peut voir la dynamique de ce retour. Donc, ici, en 1980, dans les années 90, en 2005, en 2015 et en 2019. Donc, des loups qui reviennent en France, des attaques évidemment sur les troupeaux liées au retour des loups. Donc on voit que ces attaques, elles se sont multipliées. En 2023, on en observe jusqu'en Bretagne et en Normandie. Et donc, face à ce retour des loups et aux attaques de loups sur les troupeaux, on a des humains qui ont tenté de s'adapter, notamment à travers la mise en place des moyens de protection recommandés et financés par le ministère. Donc, l'emploi d'aides bergers, la mise en place de clôtures et de parcs nocturnes électrifiés, et toujours la mise en place de chiens de protection. Et vous voyez en bas le nombre de contrats de protection qui ont été signés en France, donc entre 1992 et 2019 même, donc avec une augmentation aussi exponentielle du nombre de contrats de protection en France. Et bien entendu, ces trois mesures ne sont pas sans rappeler la gravure que l'on a vue tout à l'heure, avec les mêmes trois moyens de protection. Mais les loups, en fait, se sont adaptés à leur tour. Donc, on peut constater notamment que le début du financement des moyens de protection dans les années 2004-2005 a entraîné en fait une relative stabilisation de la prédation sur les troupeaux. Donc c'est la zone verte que vous avez là, mais que par la suite la relation entre nombre d'attaques et nombre de loups en France est repartie sur la même dynamique, comme s'il y avait eu à un moment donné où il y a eu une efficacité réelle des moyens de protection, mais après ça, on peut avoir l'impression que les loups se sont adaptés à ces moyens de protection. Et un autre élément qui permet de montrer cette capacité d'adaptation des loups, c'est que la mise en place, notamment de parcs nocturnes pour protéger les troupeaux, a entraîné un changement des habitudes d'attaque des loups, puisqu'on voit que dans les années 2010, ils attaquaient majoritairement de nuit, même quasiment 2 fois plus de nuit que de jour, et que désormais, en tout cas pour l'année 2018, on a plus d'attaques de jour
que de nuit. Donc, on peut se demander, est-ce qu'on a oublié quelque chose dans la gestion des relations entre humains et loups? Et donc, de la même manière que je vous avais montré la gravure tout à l'heure avec les moyens de protection, il y avait également cette gravure avec les actions des humains directement sur les loups. Et effectivement, on peut se poser la question du potentiel rétablissement de la réciprocité à travers la mise en place des tirs de défense, donc qui sont devenus largement majoritaires en France. On voit qu'au début, donc sur les barres blanches, en fait, ce sont les tirs de prélèvement, et les barres en noir, ce sont les tirs de défense. Donc ces tirs de défense se sont mis en place en France avec les lieutenants de louveterie, également avec la brigade loup de l'Office français de la biodiversité. Et voilà où on en est à peu près maintenant en France, à voir que va donner ce potentiel rétablissement de la réciprocité à travers des actions directes des humains sur les loups. Donc cela peut nous amener à quelques pistes de réflexion que je vous livre avant de passer à la discussion. Donc en fait, on passe de conflits entre humains et loups, puisque les relations conflictuelles entre humains et loups, en fait, elles apparaissent inhérentes aux relations complexes entre élevage et prédation. Contrairement à une idée trop répandue, en fait, dans la plupart des endroits où éleveurs et loups coexistent, cela génère des conflits, plus ou moins visibles, et qui vont pas s'exprimer de la même manière. Donc ça se passe pas forcément mieux ailleurs, même si ça se passe autrement. Mais de ces conflits entre humains et loups, on passe aux conflits entre humains sur la gestion des loups. Dans des pays où les catégories sont partagées par l'ensemble de la société, les relations conflictuelles entre humains et loups se règlent via les pratiques. Je peux prendre l'exemple du Kyrgyzstan, où vous n'avez pas de conflit au sein de la population sur la manière de gérer les loups. Les loups attaquent les troupeaux, on défend les troupeaux, on tue les loups qui viennent au troupeau. Voilà. Suscite pas spécialement de discussion au sein de la société. Par contre, dans une société comme la société française, où on a des visions et des catégorisations différentes, voire opposées au sein d'une même société, on a l'habitude d'entendre une différenciation entre urbains et ruraux. Je pense pas forcément que ce soit une différenciation entre urbains et ruraux. C'est des catégories qui sont plus liées à une perception de l'environnement comme un lieu de production ou comme un lieu de consommation. On va avoir des conflits particulièrement exacerbés. Et cette confrontation de visions différentes va en fait déplacer le débat dans le champ politique, avec souvent chaque camp qui va présenter ses arguments comme étant avant tout scientifiques. Donc les savoirs des uns deviennent les croyances des autres, et inversement, d'où la multiplication en France des controverses, et il y en a beaucoup. On peut également poser la question en termes de justice environnementale. Il n'y a pas forcément d'argument objectif absolu en faveur de la coexistence avec les loups. Tout dépend du contexte. Les loups constituent bien sûr une richesse pour nos sociétés via leur rôle écologique, leur comportement, notre histoire commune passée et à venir. Mais c'est une richesse qui peut être nuancée parce qu'ils ont également un coût économique, humain et social qui est supporté par une toute petite partie de la société qui est confrontée à cet animal. Donc ça pose une question de justice environnementale et sociale pour cette partie de la société qui est évidemment les éleveurs et les bergers. Donc la réciprocité dont je vous ai déjà parlé, elle peut apparaître comme un objectif, puisque le maintien ou le rétablissement de la réciprocité apparaît comme un élément primordial, du moins dans les sociétés que j'ai pu étudier, qui permet la coexistence entre humains et prédateurs. Et cette réciprocité correspond à un ajustement entre l'impact lié à la prédation, qui peut être de multiples natures, économique, psychologique. Il y a eu des articles sur l'impact sur la santé des éleveurs et des bergers du retour des loups, et la possibilité d'exercer un contrôle sur la prédation et aussi sur les prédateurs. Donc cette réciprocité, elle passe donc par la protection des troupeaux, le maintien à distance des loups, mais également le maintien d'une relation équilibrée, y compris via des moyens létaux. Les tirs. De plus, le maintien de cette réciprocité, à travers les différentes pratiques, que ce soit les pratiques de protection ou les pratiques de chasse, s'accompagnera d'interactions avec ces animaux, et ces interactions sont source de savoir-faire et de savoir-être avec, coexister, pour les humains, mais aussi pour les loups qui doivent également réapprendre à coexister avec les humains. Donc cette dynamique, ça s'apparente à une coadaptation, un ajustement des comportements des humains et des loups qui va dépendre du contexte local. Parce que coexister, c'est aussi et surtout interagir. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous conseille les deux sites. Donc Coadapt, c'est un réseau de chercheurs qui travaillent sur la coadaptation entre pastoralisme et loup sur les territoires, pastoralisme et prédateurs en général, et également le site internet où vous pourrez retrouver
mes publications. Et je vous remercie de votre attention.